ce dont je vais vous parler ce matin, donc c'est les décors de Molière. Bon, un aperçu rapide de mon travail de recherche, parce que c'est un travail, comme vous le savez, une thèse, ça dure au minimum 3 ans. Donc, ça m'a pris un petit peu plus, mais pas tellement plus. Et en fait, aujourd'hui, je vais consacrer une partie de la présentation à l'aspect méthodologique, c'est-à-dire quels sont les outils qui m'ont servi à faire ma recherche et ce qu'il faut voir en règle générale. Et en deuxième partie, je voudrais citer 3 exemples particuliers sur Molière, donc parler un peu plus particulièrement des décors de Don Juan, du Tartuffe et du Malade imaginaire. Donc, la méthodologie. Alors, d'abord, quand on parle de… Moi, la première question que j'avais posée quand je commençais à m'intéresser au décor de Molière, je suivais les cours de Georges Forestier. Georges Forestier qui a fait la dernière édition des œuvres complètes de Molière dans la Pléiade qui sont sorties en 2010. Donc, Georges Forestier, il a aussi fait qui vient de sortir, je crois, l'année dernière, la biographie Molière. Hein, donc, ça, je vous le conseille aussi. Donc, j'ai eu une chance extrême de pouvoir suivre ces cours au moment où il était en train de rédiger l'édition des œuvres complètes de Molière avec Claude Bourqui. Et donc, ça m'intéressait beaucoup. Moi, comme a dit Philippe tout à l'heure, j'ai un passé qui est un petit peu ancien maintenant, parce que ouais, on est en 2020, j'étais machiniste, éclairagiste, constructeur de décors, mais c'était au début des années 70. Donc tout ça, c'est un petit peu vieux, mais enfin, ça reste toujours en mémoire. Et quand il s'est agi de faire une thèse, j'avais envie de faire une thèse, et je lui avais dit, tiens, est-ce qu'on pourrait, comment ça ressemblait à quoi les décors du temps de Molière, parce que moi, ça m'intéresse particulièrement. Et il m'a dit, ah, bah, c'est une très bonne question, si vous faites une thèse là-dessus, ça m'intéresserait vraiment de vous diriger. Donc, euh, en fait, il y a des gens qui ont écrit quand même sur les décors déjà, notamment il y a un article qui a été un peu fondateur par un Américain qui s'appelle Roger Herzl et qui lui s'est complètement axé sur les frontispices des pièces de Molière, les premiers frontispices. Et moi, c'était la première question que je me suis posée. Est-ce qu'on peut faire confiance au frontispice des premières éditions de Molière? Alors déjà, il faut savoir que du vivant de Molière, il n'y a eu que 6 pièces qui ont été illustrées. Hein. D'abord, il n'a pas édité, comme vous le savez sans doute, il n'a pas publié toutes ces pièces. Il y en a quelques-unes qui ont été publiées de façon posthume dans l'édition collective, la première édition collective officielle, on va dire, qui est parue en 1682. Mais lui, il est mort, comme vous le savez, en 1673. Il n'avait pas tout publié, mais il a publié la plupart, sauf Don Juan, sauf le Malade imaginaire, évidemment, puisque il est mort au début des représentations. Et il faut savoir qu'on publie une pièce à cette époque-là, au XVIIe siècle, uniquement quand les représentations sont terminées. Hein, on ne publie pas avant, on les publie juste après ou plus tard, mais enfin, on les publie pas. À partir du moment où on joue sur scène, on publie pas sa pièce. Donc, il n'y a eu que 6 éditions originales du vivant de Molière qui ont eu des frontispices. Donc, après, on peut se poser la question si les frontispices, ils ont été
ils ont été validés, par Molière. Donc là, par exemple, vous voyez le frontispice de l'École des femmes. Donc il y a quand même un problème quand on voit les frontispices de livres. Un livre, c'est un format vertical, évidemment. Donc l'illustrateur, il est obligé de faire tenir son illustration dans un format vertical, alors qu'en fait, quand on voit une pièce de théâtre, c'est un format horizontal. Hein, on est d'accord. On voit pas, quand on est au théâtre, on ne voit pas une forme comme ça de frontispice. Donc, il est obligé déjà de s'arranger avec le format du livre. Ensuite, il y a un autre. Alors là, je vous montre le frontispice du Tartuffe. Alors, ces deux frontispices, ils sont parus l'École des femmes en 63, hein, juste après la représentation de l'École des femmes, et le Tartuffe en 1600, quand je dis 63, c'est toujours 1663 parce que je suis 17e, donc bon, et le Tartuffe est paru en 69. Il y a un autre problème avec les frontispices et les illustrateurs, c'est que tiens, je vais vous mettre en forme, voilà, en plein écran, on le voit mieux, c'est que ils s'arrangent pour faire une image forte. Et je reviendrai sur son frontispice tout à l'heure quand je parlerai du Tartuffe. Mais quand on voit cette image, on voit donc Tartuffe, on voit Elmire qui montre, qui désigne Orgon qui sort de sous la table, parce qu'il était caché sous la table, pendant que Tartuffe faisait des avances très pressantes à Elmire. On est d'accord? Mais sauf que le problème de cette image, c'est que cette scène dans la pièce de Tartuffe n'existe pas. Jamais il y a Orgon qui sort de dessous la table pour, pour surprendre Tartuffe. Il faut se méfier de l'iconographie existante. Il y a d'autres exemples. Par exemple, je vais vous montrer le théâtre du Palais Royal. Donc là, on a quitté les frontispices. C'est un tableau. C'est un tableau de Juste d'Egmont, donc c'était un peintre du XVIIe, et qui représente le théâtre du Palais Cardinal. Alors ça, je vais vous en parler, le Palais Cardinal, parce que c'était le palais que s'était fait construire Richelieu, et il avait fait une grande salle de théâtre dans son palais. Et en fait, quand on voit cette image, on se rend compte que cette image est complètement fausse parce que le palais royal, pardon, alors là, il faut que je vous explique, le palais cardinal, il s'appelait palais cardinal du temps de Richelieu, et à la mort de Richelieu, il s'est appelé le palais royal, hein, d'accord? Et le palais royal, ça a été le théâtre qu'a occupé Molière à partir de 1658, quand la troupe de Molière et quand Molière sont revenus à Paris de leur pérégrination en province, là où ils avaient passé une quinzaine d'années en province. Et dès qu'ils sont revenus à Paris, ils ont occupé d'abord un grand théâtre qui était le Petit Bourbon, et ensuite un autre théâtre qui était ce Palais Royal et la salle du Palais Royal qui était une salle magnifique. Sauf que cette salle du Palais Royal, elle n'est pas du tout représentée dans l'image de Juste d'Egmont comme elle devrait l'être, parce que le sol n'était pas plat, c'était des gradins, donc les loges sont fausses, sont mal représentées, et puis là on voit la scène, hein, que j'ai agrandi, on voit la scène, mais on voit sur cette scène que les personnages, ces grands personnages, à la limite, on a l'impression que la scène, elle est toute petite, alors qu'en fait, la scène était immense. Donc, encore pour insister sur la méfiance qu'il faut accorder
aux illustrations de l'époque pour pouvoir se représenter ce qu'était ou une salle de théâtre ou des décors de théâtre. Alors là, je vous passe une autre image qui est la scène encore du Palais Royal, enfin, du Palais Cardinal à l'époque, 1641. C'était la première représentation de Miram. Donc là, c'était sur cette scène-là que jouait toute la troupe de Molière à partir de 1660. Je vous ai dit, ils étaient au Petit Bourbon, ils ne sont pas restés longtemps au Petit Bourbon en 58-59, parce que le Petit Bourbon a été démoli pour faire l'extension du Louvre, pour faire ce qui est actuellement la colonnade du Louvre. Donc, ils ont, un an après, ils ont déménagé, ils sont allés dans cette salle du Palais Royal. Alors, vous voyez, il y a quand même une grande différence entre la scène qu'on voit là représentée par ce peintre, où on voit des personnages qui sont très grands, et puis là, cette scène où les personnages sont beaucoup plus en adéquation avec une proportion réelle. Donc, tout ça, toute cette introduction pour vous dire que la première idée qui pourrait nous venir quand on étudie les décors et les théâtres, c'est de se fier aux illustrations existantes, aux illustrations contemporaines de l'époque de Molière ou du XVIIe siècle, 100 ans. Donc, il y a des choses qu'il faut prendre et des choses qu'il faut laisser, mais il faut aller bien au-delà. Alors là, je vous montre une autre image, alors là, qui est plus fiable, c'est Adam Perel qui a fait cette gravure du palais cardinal, qui est devenu le palais royal, vous avez compris. Donc ça, on voit, vous voyez, là on voit les jardins du palais royal et tout ce bâtiment n'existe plus, mais il a été remplacé au XVIIIe siècle par le Conseil d'État. Il y a le Conseil d'État qui est à la place de ce bâtiment qui a brûlé, je ne sais plus, en 1760, quelque chose comme ça. Et en fait, la salle où jouait Molière, c'était toute cette cette aile à droite qu'on voit dans l'image. Donc, ils avaient vraiment une jolie salle. En revanche, il y a d'autres images qui ont été faites à l'occasion de relations, ce qu'on appelait les relations, c'est-à-dire des écrits et qui étaient illustrés de très belles gravures, des spectacles de cour. Alors, vous avez suivi peut-être l'intervention de notre ami sur les spectacles de cour. Alors, les spectacles de cour, on a beaucoup plus de documentation parce que c'était comment dire, c'était le roi qui payait, qui commandait les spectacles, et il y avait beaucoup plus de moyens, et ça servait aussi d'une façon promotionnelle pour montrer le luxe et le pouvoir de Louis XIV à travers ces représentations. Alors là, je vous montre cette image de la princesse d'Élide. Alors, ce n'est pas une des pièces les plus connues de Molière, c'est une comédie ballet, mais elle a été donnée donc dans les jardins de Versailles en 1664 au moment des plaisirs de l'île enchantée. Alors, les plaisirs de l'île enchantée, vous en avez sans doute entendu parler, c'était une série de fêtes et de courses de chevalerie, de défilés, et de bals et de comédies. Donc là, on a la comédie de la princesse d'Élide. Et ça, c'était c'était un théâtre qui était construit pour une seule représentation dans les jardins de Versailles, dans l'allée du roi, dans la grande allée qui descend du château. Donc, il y avait un décor, il y avait tout un décor de théâtre qui était construit, avec une salle qui était construite, avec des tentures qui étaient tendues pour éviter que les spectateurs ne soient trop éventés. Et il y avait un décor
qui en fait, dans cette pièce de la princesse d'Élide, était absolument incroyable parce que c'était des toiles peintes, hein, c'était des toiles peintes qui représentaient un décor de jardin, mais en fait, ces toiles peintes qui représentaient un décor de jardin représentaient les jardins qui étaient derrière le décor. Donc il y avait comme une image dans l'image, un décor de jardin dans les jardins eux-mêmes qui représentait, vous voyez, comment on appelle ça, je ne sais plus, bon, c'était quelque chose d'assez d'assez incroyable et spectaculaire. Donc en fait, il y a des... il y a d'autres documents sur lesquels il faut se baser. Il y a des documents d'archives qui existent, qui sont à disposition. Et notamment, alors malheureusement, pour Molière, on n'a pas ce type de document, mais il existe ce qu'on appelle le mémoire de Mahelot, M-A-H-E-L-O-T, le mémoire de Mahelot, qui est un manuscrit qui est conservé à la Bibliothèque nationale de France, qui est quelque chose d'absolument fabuleux, parce que c'est comme un aide-mémoire de tous les décorateurs qui travaillaient à l'Hôtel de Bourgogne. L'Hôtel de Bourgogne, c'était l'autre grand théâtre. En fait, il y avait, à l'époque de Molière, il y avait 3 théâtres à Paris. C'était pas compliqué. Il y avait l'Hôtel de Bourgogne qui existait depuis longtemps, qui existait depuis la fin du XVIe siècle, et où les comédiens du roi, les comédiens de l'Hôtel de Bourgogne, jouaient la comédie. C'était le théâtre, je parle des théâtres publics, hein. Le théâtre de l'Hôtel de Bourgogne. Il y avait le théâtre du Marais. Donc ça, c'était les comédiens du Marais qui étaient spécialisés dans les pièces à machines, c'est-à-dire les pièces avec des machines, avec des décors qui changeaient, avec des apparitions. Et puis ensuite, donc le Petit Bourbon qui a été occupé par Molière, et puis le théâtre du Palais Royal. Tout ça, c'était les théâtres publics, c'est-à-dire où on entrait, où le public pouvait rentrer, acheter ses places pour assister à des représentations. Sinon, ce que je vous ai montré tout à l'heure, les ballets de cour, ça, évidemment, c'était ce qu'on appelait le théâtre privé, c'était le théâtre de cour. Donc là, les Parisiens n'y avaient pas accès. C'était la cour, c'était uniquement des spectacles qui étaient donnés pour la cour. Donc, ce mémoire de Mahelot, c'est très intéressant parce qu'il il y a non seulement une description des décors de chaque représentation qui a été donnée à l'Hôtel de Bourgogne tout le long du XVIIe siècle, mais en plus, les décorateurs, pour se souvenir des pièces qui avaient été jouées, parce qu'ils les reprenaient, ils faisaient comme on fait à la Comédie Française aujourd'hui, on reprend, on fait une reprise de, je sais pas, de l'École des femmes, on fait une reprise du Tartuffe, on fait une reprise de n'importe quoi. Et là, pour reprendre leur répertoire, les pièces qui étaient à leur répertoire, eh ben, ils faisaient des croquis des décors, des pièces qui avaient été jouées à cette époque-là. Donc, c'est bien qu'on a aujourd'hui des croquis de décors de beaucoup de pièces. Il y a une quarantaine de croquis qui ont été faits. Donc, ça, c'est particulièrement fiable. Donc là, je vous montre, c'est un de ces croquis à l'Hôtel de Bourgogne. Je vous montre ça rapidement parce que là, on n'est pas dans Molière, hein, on est dans c'est les décors de Pyrame et Thisbé. C'est une pièce qui s'est donnée dans les années 20, dans les années 1620, donc c'est bien avant Molière. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on étudie des décors de théâtre, il faut savoir ce qui se faisait avant, parce que c'est comme ça qu'on peut comprendre ce qui a pu se faire après. Alors là, on voit, bon, vous voyez,
bon, c'est des croquis qui sont vite faits à la pierre noire, c'est-à-dire on appelle ça au crayon aujourd'hui, un croquis à la pierre noire sur un papier. Donc là, on voit qu'il y a un escalier, qu'il y a une sorte de palais, qu'il y a des arbres, une fontaine, etc. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais il y a des gens qui ont travaillé Lancaster, notamment, qui a travaillé sur ces décors-là et qui a refait une décomposition du décor pour comprendre comment ça fonctionnait, vous voyez, avec des châssis, hein, comme ça, avec on appelle ça des feuilles, des châssis brisés qui représentent une sorte de petit monument, là qui représentent l'escalier qu'on a vu tout à l'heure. Donc, à partir d'un dessin, on peut arriver à faire une sorte de reconstitution. Donc, il y a il y a ce genre de documents qu'il faut tenir en compte. Ensuite, il y a des registres. Alors, les registres, c'est essentiel. C'est les registres de contes. La troupe de Molière tenait les contes très sérieusement, c'est-à-dire que chaque représentation, il y avait toutes les dépenses, les entrées, c'était les entrées des spectateurs, donc le chiffre d'affaires de la soirée, tant de spectateurs, et puis ensuite il y avait tous les frais qu'il fallait retirer, donc les frais de manutention, des frais de chandelle, évidemment. Ça, c'était des frais qui arrivaient tout le temps parce qu'il fallait éclairer la scène et il fallait éclairer la salle. Et puis, donc, il y avait donc, ils soustraillaient le chiffre d'affaires de tous ces frais ordinaires ou frais extraordinaires, parce qu'il pouvait y avoir des frais extraordinaires. Et ce qui restait, bon, ben, c'était les comptes, hein, c'était la comptabilité. Ce qui restait, ils le partageaient entre tous les comédiens de la troupe. Et ils le partageaient de façon équitable, c'est-à-dire que s'ils étaient 12 comédiens dans la troupe à ce moment-là, il pouvait leur arriver d'être 13 ou 14, et ben, ils le divisaient de façon équitable divisé par 14. Donc chacun touchait la même chose, sauf Molière qui touchait un peu plus parce que lui, il était le responsable de la troupe, ou si les auteurs pouvaient, en tant qu'auteurs, ils pouvaient aussi avoir un feu, enfin avoir un supplément. Donc ces registres, ils sont absolument importants parce qu'ils donnent non seulement des informations sur les comptes de la troupe, mais ils donnent des informations sur les décors et sur tous les aspects matériels. Si on avait besoin d'un décor particulier, eh bien, il y avait marqué tel c'est le serrurier, Monsieur Rivet, par exemple, eh ben, on a donné 200 livres à Monsieur Rivet pour faire sa machine de l'arbre de la princesse des Lides. Enfin, je cite un peu n'importe quoi au hasard, mais quand on épluche ces registres de comptes, on arrive à avoir beaucoup d'informations. Alors, ces registres, ils sont conservés. Alors, il y a plusieurs, il y en a qui ont été édités. Bon, ce qu'il faut, malheureusement, Molière, la troupe de Molière faisait un registre de tous les jour par jour. Donc, sur les 15 ans, par exemple, qui sont restés à Paris entre 58 et le décès de Molière, ils ont tenu ces registres, mais malheureusement, ils ne nous sont pas tous parvenus. Il n'y a que, comment dire, il y a 3 registres de comptes qui sont dans 3 années, vous voyez, sur l'ensemble, donc c'est assez peu. En revanche, il y a un comédien qui s'appelait Lagrange, Charles Varlet, sieur de Lagrange. Il se donnait toujours des noms un peu ronflants à consonance noble, alors que bon, les comédiens étaient tous des roturiers. Mais ce comédien qui est rentré dans la troupe de Molière un peu tardivement, enfin qui est arrivé en 60, il était très proche de Molière.
Molière, c'était un des piliers de la troupe, hein, Lagrange, un des piliers de la troupe de Molière. C'est lui qui a un peu remplacé Molière à son décès. Donc, c'était un personnage important et il a fait. Il avait, au moment où il a rédigé ce qu'on appelle son registre, le fameux registre de Lagrange, ça c'est un élément qui est archi important, au moment où il a rédigé il avait tous les registres de comptes depuis le début comment dire, depuis le début, quand Molière est arrivé, quand la troupe est arrivée en 58-59 à Paris. Et il les a recopiés. Alors, il n'a pas tout recopié, mais il a recopié le principal, c'est-à-dire qu'il a recopié tel jour, il y avait telle représentation, le chiffre d'affaires, et puis quelques éléments sur les frais ordinaires, extraordinaires. Mais il y a moins de détails que dans les registres, les registres originaux, hein, ceux qui sont conservés à la bibliothèque de la Comédie Française. Alors, je vais vous en montrer, voilà. Ça, c'est un fac-similé du registre de Lagrange que je vous ai fait là. Donc ça, c'est pas évidemment, c'est pas des photos du registre lui-même parce que la Comédie Française, il garde ça dans un coffre hyper précieusement. Hein. Mais il y a eu un fac-similé au tricentenaire de la mort de Molière qui a été fait donc en 1973. Et là, j'en ai fait une photo. Donc, en fait, c'est des photos de ce qu'écrivait Lagrange dans son registre de Lagrange. Donc, on voit là, par exemple, dimanche. Alors là, j'ai pris, comme par hasard, j'ai pris la page qui concerne la dernière représentation du Malade imaginaire, les dernières représentations du Malade imaginaire. Là, on voit, vous voyez, dimanche 29 janvier, les maris infidèles. Alors c'est une pièce, parce qu'il jouait des pièces d'autres auteurs, hein. Il ne jouait pas que les pièces de Molière à ce moment-là. Il y avait plein d'autres auteurs dont il jouait des représentations. Donc là, ils ont fait 599 livres, et là, ils mettaient, donc ça faisait 33 livres par personne. Hein. Ils divisaient ça par le nombre de comédiens présents. Là encore, le mardi, les maris infidèles. Là, Trissotin, là, pareil. Et là, vendredi, le 10e, première représentation, c'est première représentation du Malade imaginaire. Donc là, il avait noté la première représentation du Malade imaginaire. Là, il a continué marquer dimanche 12, le Malade imaginaire. Alors, vous voyez, 1459 livres, les pièces de Molière, ça marchait mieux que les pièces des maris infidèles, par exemple, qui était une pièce d'un petit auteur, ou Trissotin, où il faisait 298 livres. Donc, le Malade imaginaire, ils ont fait 1992 livres à la première, 1459 et puis 1879. Bon, des chiffres vraiment importants. Et dans ce registre de Lagrange, ce qui est très intéressant, je ne vais pas m'y attarder très longtemps, mais il faisait ses annotations personnelles. Et là, on voit ce même jour, après la comédie, sur les 10 heures du soir, Monsieur de Molière mourut dans sa maison rue de Richelieu, ayant joué le rôle du malade imaginaire. Donc, je ne vous fais pas la lecture. C'est relativement bien écrit. On arrive assez facilement à lire sans avoir besoin de faire des transcriptions compliquées. Mais voyez le type de documents qu'on peut avoir qui sont d'une richesse exceptionnelle. Hein. Donc ça, quand on lit tous ces documents, on trouve des tas de choses absolument passionnantes. Alors là, on est dans les sources primaires. Hein. On est vraiment dans des sources qui sont sûres, même si Lagrange, il a fait ce registre pas au jour le jour, mais il l'a écrit un peu avant de mourir. Il l'a écrit
alors je ne sais plus exactement quand, mais longtemps après la mort de Molière, il a écrit ça un peu d'un trait, hein, ce n'était pas au jour le jour. Alors parfois, la mémoire lui faisait un petit peu défaut, si bien que parfois il y a des petites erreurs qu'on peut relever. Mais enfin, bref, ça c'est quand même un des éléments référents pour travailler sur tous les aspects techniques et matériels de Molière. Et c'est, bah, vous l'avez compris, moi c'est ce qui m'intéresse, même si les textes évidemment de Molière me passionnent, m'ont passionné, me plaisent toujours. Bon, moi mon idée c'est justement de remettre tout ça dans un contexte réel et palpable et matériel. Alors, il y a d'autres documents. C'est pas complètement exhaustif, hein, ce que je vais vous dire. Il y a d'autres documents. Heureusement, il y en a plein des documents originaux et des sources primaires quand on s'intéresse au décor et aux machines. Alors, ce qu'on appelle les machines, c'est les machines de théâtre. C'est-à-dire, c'est ce qui fait changer les décors. Hein. Et d'ailleurs, ce qu'on appelait un machiniste à l'époque, c'était celui qui construisait les machines. C'était un architecte. Le machiniste, c'était pas comme moi j'ai été, comme l'a signalé Philippe tout à l'heure, c'est un machiniste de plateau qui va faire les changements de décor. Non, le machiniste, c'était quelqu'un de très important, comme il y avait des machinistes italiens qu'on avait fait venir à la cour de France, comme Giacomo Torelli, T-O-R-E-2-L-I, qui s'est occupé d'équiper le Petit Bourbon, d'équiper le Palais Royal en machine comme ça, et qui a fait des merveilles dans les années, qui a époustouflé la cour et les spectateurs parisiens avec ces changements de décor. Dans les années 45, il est arrivé en 1645, donc pas longtemps avant l'arrivée de Molière, hein, et alors que ce type de machine de changement de décor en Italie existait depuis pratiquement le début du siècle. Hein, l'opéra a vu le jour en Italie pratiquement en 1600 ou 1602, hein, les premiers opéras et les premières grandes pièces à machine, hein, puisqu'on parle de pièces à machine, c'est-à-dire des pièces où il y a des changements de décor. Ça, c'est un terme qui est dévolu à ce type de représentation. Et donc, il faut bien voir ce que c'est un machiniste. Alors là, je vous montre un dessin. Il y a toute une série de dessins comme ça qui existent à la Bibliothèque Palatina à Parme, parce qu'à Parme, il y avait le théâtre Farnèse, qui existe toujours, le théâtre Farnèse, qui a brûlé plusieurs fois, mais enfin, donc malheureusement, tous les équipements et tous les décors ont complètement disparu depuis longtemps, mais le théâtre en lui-même, le théâtre Farnèse, c'est-à-dire un théâtre du début du XVIIe siècle, existe toujours et c'est absolument fabuleux. Si quelqu'un va un jour, si vous allez à Parme, il faut aller voir ce théâtre qui est absolument gigantesque. Nous, à Paris, on n'avait pas de salle qui était complètement dédiée au théâtre et une salle aussi grande. Il y avait des dessous de scène, c'est-à-dire que la scène était très très profonde. Il y avait plein de machines en dessous, il y avait plein de machines dans les cintres, au-dessus du plateau, ce qui n'existait absolument pas en France. Donc là, je vous montre un dessin de machine et je peux vous en montrer aussi un autre. Par exemple, alors ça peut paraître abscon comme ça quand on voit ça comme ça, mais là on a par exemple ce qu'on appelle un vol. Donc là, vous voyez, il y a une sorte d'oiseau, hein, un aigle, un truc comme ça, qui est accroché sur
sur un tambour, on appelle ça un tambour parce que c'est rond et puis il y a une guinde, hein, on n'emploie pas le mot de corde au théâtre, hein, mais on dit une guinde, hein, d'où vient le terme guindé d'ailleurs. Être guindé, c'est être tiré par une guinde et ça vient du théâtre. Ce qui est assez amusant, c'est que le terme guindé, il n'existe plus dans la langue française aujourd'hui que de façon figurative. Hein, quand on dit il est guindé, alors qu'en fait, il est guindé, c'était il est tiré par une guinde. Et ça vient des, des gens qui étaient, parce qu'il n'y avait pas que des oiseaux, il y avait des dieux qui descendaient comme ça sur le plateau, et ils étaient guindés. Et d'où l'expression, je pense qu'ils avaient assez peur d'être transportés dans les airs comme ils l'étaient, pour après avoir ce qualificatif de guindé. Donc, avec ce tambour qui est relié, alors je vais employer le terme de corde, ça sera plus simple. Vous voyez, il y a un contrepoids là, il y a une corde, donc ça descend. Hein. Si on tire sur la corde, il y a un contrepoids. L'oiseau, il va descendre. On est d'accord, je pense que vous comprenez ça. Il passe à travers ce trou là, il est tenu par deux cordes qui s'enroulent autour de ce tambour. Il y a une roue à cliquet. Parce que déjà, alors ça date de 1629, ce dessin. 1629, c'est italien. Mais ça nous donne vraiment le fonctionnement, comment étaient les machines à l'époque. Donc l'oiseau, il pouvait monter et descendre si on tirait sur cette corde qui était reliée par un contrepoids, mais il pouvait aussi aller, vous voyez, là, il y a deux rails en bois, hein, je ne sais pas si vous voyez bien ma flèche, il y a deux rails en bois, et là, il y avait un chariot, vous voyez, qui est tiré aussi par des guindes, par des cordes, si bien que le chariot, il avait ce mouvement d'aller de la cour au jardin, c'est-à-dire de la droite de la Seine à gauche de la Seine, il circulait dans ce sens-là. Si bien que l'oiseau ou les dieux qui descendaient sur scène, hein, le Deus ex machina, c'est le dieu qui sort de la machine, hein, l'expression Deus ex machina, ben c'était ça, c'est-à-dire que c'était le dieu qui sortait, qui venait de la machine. Et ça, c'est la machine. Donc, c'est bien que là, l'oiseau qu'on voit, eh ben, il pouvait monter et il pouvait aller de droite à gauche. C'est bien qu'en fait, il pouvait faire des vols comme ça, ce qu'on appelait le vol. Donc, il pouvait se déplacer sur la scène, en haut, de droite à gauche, grâce à cette machine. Et au passage, j'en parlais tout à l'heure en off, ces deux rails, hein, où coulisse le chariot, vous voyez, ça c'est le chariot il coulisse sur deux rails, donc on appelait ça des coulisses, et c'est de là que vient le mot coulisse, hein, qu'on connaît, c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas en fait. La coulisse, c'est l'aspect caché du théâtre, ce qui est en dehors de l'image de scène, c'est la coulisse ou les coulisses. Donc ça vient ça vient de ces coulisses de théâtre. Un autre dessin de la même main, c'est-à-dire des mêmes architectes, des mêmes machinistes en 1629 au théâtre Farnèse à Parme, qui montre la sophistication absolument incroyable de la machinerie de l'époque. Là, on voit toute l'image toute la scène, en fait. Vous voyez ces poutres qui sont là, hein, les poutres horizontales. En fait, ces poutres horizontales étaient posées le plateau. Hein, donc là, ils ont pas mis, le dessinateur n'a pas mis le plateau pour qu'on voit ce qu'il y a en dessous. Et en dessous, il y a une grande roue, vous voyez, c'est un grand axe, hein, on va dire, qui traverse donc depuis le proscenium, depuis le devant de la scène jusqu'à l'arrière de la scène, une grande roue qui tourne comme un cabestan en marine, hein, on n'appelait pas ça cabestan, mais il faut dire que les premiers machinistes italiens, ils travaillaient aussi dans l'arsenal comme à Venise. Hein. Je vous parlais de Giacomo Torelli, qui était un grand machiniste qui est venu, qui a été demandé par Marie-Thérèse d'Autriche
pour mettre des machines au Petit Bourbon, eh ben, Giacomo Torelli, il était avant architecte naval, il travaillait à l'Arsenal. Donc, il y a beaucoup de points de concordance entre les machineries de théâtre et puis la machinerie de voile et de machinerie marine. Donc, on voit cette grande roue, vous voyez, qui est en dessous du plateau. Et en fait, ces montants-là, après, je vais vous montrer quelque chose qui va être un petit peu plus explicite. Ces grands montants-là, eh ben, il y avait les décors qui étaient accrochés, c'est-à-dire il y avait des toiles peintes en perspective. Alors on voit un plan, un deuxième plan, un troisième plan, un quatrième plan, là on voit 5 plans, 6 plans. Et quand on tournait la roue, eh ben, les décors rentraient sur scène ou rentraient en coulisses. Alors là, moi j'ai fait un petit dessin parce que j'ai voulu reconstituer ce mécanisme, hein, qu'on voit pour que ça soit un peu plus clair. Donc, il y a une grande roue sur laquelle sont attachées des cordes. Là, donc, c'est vu du dessus. Donc là, on a un châssis vu du dessus, donc il est comme un trait, si vous voulez, mais si on le voit de face, eh ben, c'est un châssis plein. Quand on tourne, vous voyez, j'ai fait une petite flèche, quand on tourne ce grand axe dans un sens, eh ben, va y avoir tous les décors orange qui vont rentrer sur scène. Donc, on va voir tous ces décors qui sont mis en orange. Et si on la tourne dans l'autre sens, alors en même temps que les décors orange rentrent sur scène, les décors bleus, alors le décor orange, il peut représenter un port avec des bateaux, et puis le décor bleu, il peut représenter une scène d'intérieur. Si bien qu'en tournant la roue qui est accrochée à un contrepoids, simplement en tournant cette roue, on arrivait déjà en 1629 à faire un changement de décor à vue, c'est-à-dire qu'en l'espace de quelques instants, le décor sur scène changeait complètement pour passer d'un décor de port avec des bateaux à un décor d'intérieur d'appartement. Vous voyez, donc ça a existé en 1629 et c'est ce que Torelli a fait au Petit Bourbon. Alors là, je vais chercher, je voudrais vous montrer, voilà, j'ai fait en fait, j'ai fait une, ça, je l'ai dessiné, mais bon, comme je suis machiniste, ancien machiniste, bricoleur, etc. Donc, j'ai voulu voir si ça marchait, quoi, ce genre de système, si ça pouvait fonctionner tel que c'était décrit. Et puis, ça a été décrit aussi dans il y a des petits livres comment dire, il y a un petit livre à Venise qui s'appelle La Connocchiale per la Finta Pazza, qui est en fait un livre qui fait les relations de tous les opéras qui passaient à Venise avec les descriptions. Vous voyez, comme, je sais pas, il y a un journal, je ne sais pas si ça existe toujours, Opéra International ou Diapason, qui font un compte-rendu de l'opéra qui passait. Et en fait, ce livre sur les opéras à Venise, il n'existe qu'à Venise, dans une bibliothèque Marciana, la bibliothèque qui est sur la place Saint-Marc. Malheureusement, j'en ai trouvé qu'un seul exemplaire. Donc, quand je suis allé à Venise, j'ai regardé ce petit bouquin et qui donne les descriptions, en fait, exactement ces descriptions-là et ces descriptions de la roue. Alors là, je reviens donc sur ma machine. Alors, est-ce que j'arrive? Alors, en fait, qu'est-ce qu'on va voir? Voilà. Alors, j'ai fait cette machine. Vous voyez, hein, on retrouve la roue principale avec les cordes qui s'enroulent. Et en fait, ça fonctionne très bien, quoi, hein. Là, c'est des décors blancs qui rentrent sur scène pendant que les décors jaunes sortent de scène. J'avais fait un système de contrepoids. Là, on les voit dessus pour voir bien comment ça fonctionne. Donc ça, c'était le système, vous voyez. Hop. Alors là, c'est la mise en pratique. Alors beaucoup plus tard,
comment dire, au petit théâtre de la Reine de Marie-Antoinette. Donc Marie-Antoinette, là, c'était fin du XVIIIe siècle. Mais le système était exactement le même. Il y a eu un petit film qui a été fait sur Arte, hein, sur le théâtre de Marie-Antoinette. On peut toujours le voir sur YouTube. Et il montre comment les châssis, vous voyez, comment les châssis coulissaient. Alors, entre le XVIIe siècle, même le début du XVIIe siècle et la fin du XVIIIe siècle, ça n'avait pas beaucoup changé. Et là, on voit les gars derrière, en dessous, alors maintenant qu'on appelle les machinistes, qui tournent cette grande roue, vous voyez. Et au signal, paf, il la tourne en sens inverse, ils sont en dessous, et il y a les décors qui changent. Pareil, on monte dans les cintres, et là, il y a un gars, le cintrier, hein, ça s'appelle plus un machiniste, ça s'appelle un cintrier, lui tourne un grand tambour, et sur ce grand tambour est accrochée la toile de fond. Et la toile de fond, en même temps que les gars qui sont en dessous font rentrer les décors, la toile de fond change aussi pour avoir une harmonie de décors. Donc, c'est assez. Voilà, vous avez compris comment ça fonctionne. Et en fait, ils avaient. Dans le petit théâtre de la Reine, ils n'avaient pas inventé grand-chose par rapport au XVIIe siècle. Donc là, je reviens. Alors, ça, c'est une chose. Il y a aussi des documents qui sont essentiels pour pouvoir travailler sur tous ces aspects matériels de théâtre à l'époque de Molière. C'est les plans des théâtres, hein, savoir comment était fait à quoi ressemblait vraiment le théâtre, puisque ces théâtres n'existent plus. Il n'y a qu'une salle où Molière a joué qui existe encore, c'est la grande salle du château de Saint-Germain-en-Laye. Si un jour vous passez à Saint-Germain-en-Laye, maintenant c'est un musée de l'archéologie. Et la grande salle, dans cette grande salle qui existe toujours, étaient donnés des ballets de cour par Molière, a joué Les Amants magnifiques, des pièces qu'on connaît moins aujourd'hui, parce que les ballets de cour, on les connaît, on les étudie moins, on les voit moins. C'était pas le Tartuffe, c'était pas l'École des femmes, c'était pas le bourgeois gentilhomme. Si, le bourgeois gentilhomme, ça a été donné, mais pas à Saint-Germain-en-Laye, c'était donné à Chambord. Donc voilà, il n'existe plus de ces grandes salles comme le Palais Royal, comme je l'ai dit, qui a brûlé, l'Hôtel de Bourgogne qui n'existe plus, le Théâtre du Marais n'existe plus, donc tous ces théâtres n'existent plus. En revanche, il existe des plans. Donc là, on a, et ces plans étaient assez peu connus finalement, hein. Il y a un chercheur qui s'appelle Jérôme de Lagorce, qui est professeur émérite maintenant, mais qui a beaucoup travaillé sur les décors, les costumes, surtout les costumes, et surtout sur une période qui était après Molière, hein. Mais enfin, lui, pour la première fois, il a publié ces plans-là. Il ne les a pas très bien exploités, mais c'est pas de sa faute. C'est parce qu'on lui avait demandé de faire un ouvrage qui n'était pas comment dire, complètement scientifique, un ouvrage qui était. Mais ces plans-là, c'est vraiment intéressant de les avoir. Et je pense que pour les professeurs, pour les gens qui enseignent Molière, c'est intéressant de voir où il a joué. Et là, c'est en fait, il y a deux plans. Hein, il y a un plan il y a un plan de la salle. Alors j'essaie d'agrandir. Voilà, un plan là où on voit là c'est tous ces plans, c'est tout autour de la salle du Palais Royal. On voit que là, il y a des annotations, alors que je vous dise d'où ils viennent, ces plans. C'est en fait
l'association de Carlo Vigarani, qui était le machiniste qui a remplacé Torelli, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui a fait Vigarani, c'est lui qui a fait à peu près toutes les représentations à la cour, construit les théâtres, construit les décors du temps de Molière. Toutes ces comédies ballets dont vous avez entendu parler et qui se jouaient à la cour, c'était Vigarani qui le faisait, et puis et Lully faisait la musique, hein, aux maladies imaginaires non compris. Et donc, Vigarani et Lully, à la mort de Molière en 1673, se sont associés pour créer, enfin non, l'Académie de musique était déjà créée, mais pour exploiter le Palais Royal. Dès que Molière est mort, hop, Lully et Vigarani ont créé une société pour prendre la salle du Palais Royal, la salle de Molière. Et la troupe, comme vous le savez, a été pas dissoute, mais a été regroupée avec la troupe de l'Hôtel de Bourgogne. Ils sont allés dans un autre théâtre à l'Hôtel Guénégaud, et puis c'est ce qui a formé, donc on dit que c'est vers 1680, donc 7 ans après la mort de Molière, que ça a été la création de la comédie française. Bon, après, c'est peut-être un peu discutable sur les dates, mais en fait, en tout cas, au moment où Vigarani et Lully se sont associés pour récupérer le théâtre de Molière, le théâtre du Palais Royal, ils ont projeté de faire des travaux, de faire des grands travaux pour aménager ce théâtre, pour le transformer, pour faire quelque chose qui accueille plus de machines, pour faire des opéras, pour faire des choses beaucoup plus spectaculaires. Et heureusement, parce qu'il a fait des plans. Donc Vigarani, il a annoté tous ces plans, donc c'est intéressant de lire tout ce qu'il veut faire, mais il a fait comme un plan avant et après, c'est-à-dire un plan qui montrait l'état du théâtre tel que Molière l'avait laissé, et puis une projection après avec les transformations, les extensions, les surélévations, etc. Si bien que les plans avant, on retrouve exactement la configuration de théâtre de Molière. Alors là, vous voyez, là on a la salle, là c'est la scène, hein, là il y a une arrière-scène qui a été percée du temps de Torelli, qui a percé le mur pour faire une seconde scène à l'arrière, et puis là il y a toute la salle, et là tous ces couloirs-là, ça représente les loges, ce qu'on appelait les galeries, hein, on n'appelait pas ça les loges. Et puis ça, c'est ce que voulait faire Vigarani, c'était une sorte d'amphithéâtre qui faisait toute la salle. Donc en fait, là, il y avait les deux grands, je ne sais pas si vous vous souvenez des images de tout à l'heure, je peux revenir. Là, vous voyez, par exemple, il y avait cette arche monumentale qui encadrait la scène. Donc, on la retrouve exactement sur ces plans. Hein, c'était là, tu vois. Vous voyez, c'était des gros. Donc, la scène était fermée par une arche monumentale. Et ils jouaient dans cet espace-là, mais ils avaient une très très belle ouverture de scène, hein, donc c'était très large. Et la salle, avec les loges, pouvait contenir peut-être au maximum 1400 personnes, ce qui était quand même assez considérable. Une salle pleine, hein, pour les représentations qui faisaient le plein, hein, comme je sais pas, le Malade imaginaire ou le Tartuffe pouvait rentrer quand même environ entre 1200 et 1400 personnes, ce qui était quand même considérable. Alors ça, c'est le plan de masse, hein, le plan vu du dessus, et puis on a le plan de coupe. Alors là, qui est encore peut-être plus parlant, hein, plus intéressant, parce que donc là, on voit qu'il y avait je vous disais qu'il y avait des gradins, hein, tout à l'heure, que ce n'était pas un fond plat comme on voyait dans l'image de Juste d'Egmont. Hein, je vais revenir un petit peu dessus. Hein. Vous voyez, Juste d'Egmont,
Tu viens, voilà, juste d'Egmont, il montrait un fond plat sur le théâtre. Et en fait, pas du tout, hein. Et ça, c'était pas possible d'avoir un fond plat parce que c'était un fond en gradin de pierre et en dessous, il y avait des appartements. L'appartement de Mademoiselle la princesse de Monaco qui était ici. Donc, c'était indestructible. Donc, c'était impossible. Le peintre, il s'était complètement arrangé pour faire un fond plat, pour mettre en valeur en fait, le groupe royal qu'il avait représenté au centre. Donc là, on voit, il y a marqué vieux théâtre, vous voyez, c'était le plateau où jouaient les comédiens, et puis théâtre des comédiens. Donc ça, c'est là. Tout ce qui était en pointillé, c'était la projection que voulait faire Vigarani, parce qu'il voulait surélever la scène pour pouvoir avoir une scène plus profonde, pour pouvoir mettre plus de machines en dessous. Hein. On a vu tout à l'heure, je vous ai montré, il n'y avait qu'un seul niveau de dessous de scène. C'est avec cette grande roue, ce grand cabestan qui allait de là à là, hein, évidemment. Mais en surélevant la scène, eh ben, ils pouvaient mettre plus de machines, donc faire plus de changements de décor. Ça, c'est les loges hein, qu'on a vues tout à l'heure, enfin les galeries, quoi, hein, ce qu'on appelait les galeries. Et puis, sur toute cette partie-là, c'était des gradins. Donc, les gens étaient assis sur des petits bancs en bois qui étaient posés sur ces gradins en pierre. Et Molière avait fait faire un parterre debout, c'est-à-dire qu'il avait mis des planches là pour pouvoir mettre des... Parce qu'au théâtre, en fait, tous les théâtres étaient conçus comme ça, c'est-à-dire qu'il y avait un parterre debout, ce qu'on appelle l'orchestre aujourd'hui. Les gens étaient debout, hein, c'était les places les moins chères et les gens assistaient aux représentations debout. Et ceux qui payaient plus cher, eh ben, ils avaient le droit d'être assis sur des gradins en amphithéâtre. Les loges, selon où on était placé, bon, les prix étaient très, très, très variables. Hein. Il y avait une différence de prix beaucoup plus importante à l'époque qu'aujourd'hui à la Comédie Française entre les prix les plus chers et les prix les moins chers. Il y a, je ne sais pas, on multiplie, j'en sais rien, je ne connais pas on multiplie par 3 par exemple, mais là on multipliait par 10. Hein, un parterre debout, c'était je ne veux pas dire le peuple, hein, parce que il y a un peu une légende qui fait croire que les gens, que Molière jouait pour un théâtre très populaire pour le peuple, mais le peuple ne pouvait pas se payer hein, le théâtre, hein, c'était pas possible. Même le parterre debout, ben, c'était quand même les bourgeois, hein, les bourgeois relativement aisés qui pouvaient aller au théâtre. Et il y avait alors les places les plus chères, c'était sur scène parce que la scène était aussi occupée par des spectateurs. Et c'était les spectateurs les plus fortunés. Hein, ça coûtait 6 livres, je crois, pour avoir une place sur scène. Et comment dire, c'était les nobles qui venaient se montrer hein, aussi, qui se mettaient sur scène. Et, alors là, j'ai reconstitué, vous voyez, à partir de ces plans-là, j'avais reconstitué une maquette hein, où on voit ces gradins, les loges et puis la salle et l'arrière-scène. Et là, j'ai repris cette arche monumentale qui séparait la salle de la scène. Don Juan, c'est un cas qui est particulier parce que c'est une représentation qui a été donnée, donc, qui a été créée au théâtre du Palais Royal pour le public de Molière, pas pour la cour. Hein. Donc, il faut faire vraiment la différence. Et ça a cette spécificité que cette pièce a bénéficié d'une scénographie absolument fabuleuse, très, très importante, grosse scénographie. C'est-à-dire que là, Molière a été non seulement l'auteur, l'interprète, le metteur en scène, mais aussi le scénographe. Et il a inventé
il a inventé une scénographie qui était assez peu commune. Alors, je vais quand même un petit mot rapidement sur les scénographies en général des pièces de Molière, de la trentaine de pièces de Molière. Il y en a beaucoup qui se jouaient dans un décor unique. Hein. Le Tartuffe, c'était dans un décor d'intérieur, dans l'appartement d'Orgon. Beaucoup de pièces se sont jouées dans des décors d'extérieur, ce qu'on appelle des carrefours comiques. C'est un terme un peu spécifique qui veut dire que c'était un carrefour de rue, hein, avec deux bâtiments sur le devant de la Seine, deux maisons. Il pouvait y avoir deux autres maisons qui étaient un petit peu plus loin pour fermer la perspective. Donc, c'était un décor avec des maisons. Et puis, le fond, vous avez vu la toile de fond tout à l'heure qui descendait, représentait une place publique ou une place de ville avec ou une fontaine ou un monument ou une chose comme ça. Et puis, c'était vraiment le décor à l'italienne type. Et ce qu'on sait peut-être pas toujours, c'est que Molière, tout le temps qu'il était au Petit Bourbon et tout le temps qu'il était au Palais Royal, partageait sa scène avec les Italiens. C'est-à-dire qu'il jouait, en gros, il jouait un jour sur deux, la troupe de Molière, et un jour sur deux, c'était les Italiens qui jouaient la comédie italienne. Et la comédie italienne, c'est ce qu'on va appeler plus tard la commedia dell'arte. Mais c'était la comédie avec Harlequin, avec Polichinelle. Enfin, vous voyez, c'était vraiment ça, la farce italienne. Hein, et Molière a beaucoup emprunté à la farce italienne, autant dans l'écriture de certaines de ses pièces que dans la scénographie et puis la mise en scène. Hein. Donc, il y a beaucoup de pièces qui ne nécessitaient pas, ce que je veux dire, qui ne nécessitaient pas beaucoup de décors. Je vais dire quand même un tout petit mot, puisque Philippe m'avait rappelé ça hier, sur L'Amour médecin. Bon, L'Amour médecin, ça a été joué au Palais Royal, mais enfin, c'était une comédie-ballet hein, au départ. Donc, c'est un cas un petit peu à part, mais il a été joué au Palais Royal. Et c'est une pièce qui est très intéressante pour ceux qui veulent travailler sur l'amour médecin. Il faut vraiment se pencher sur la scénographie parce qu'il y a des scènes qui se passent en extérieur, c'est-à-dire sur un carrefour comique, comme je disais tout à l'heure, un carrefour à l'italienne, avec des maisons, un carrefour de rue, et des pièces et des parties qui se passent à l'intérieur, des maisons. Donc, ça, on mettra ça en annexe, je ne sais pas, sur une Dropbox, etc. Parce que là, j'avais étudié vraiment. En fait, il y a trois actes, c'est une pièce en trois actes, mais il a divisé ça. Molière a divisé ça. La configuration de sa pièce en quatre tableaux. C'est-à-dire qu'il a fait rentrer quatre tableaux sur trois actes. C'est assez compliqué, parce que, donc il y a des choses qui se chevauchent, mais il y a des parties intérieures, des parties extérieures. Et ça, il faut absolument lire le texte pour le comprendre, parce qu'il y a des didascalies à l'intérieur du texte qui nous disent qu'ils sont à l'intérieur de la maison ou ils sont à l'extérieur de la maison. Ça, c'est intéressant de travailler. Alors, le festin de Pierre, enfin, ouais, j'appelle ça le festin de Pierre parce que ça s'appelait le festin de Pierre. Au départ, c'est Don Juan. Hein. Le festin de Pierre, il y a eu un contrat qui a été passé avec des peintres, et ça, c'est quelque chose qui a été découvert relativement récemment, c'est en 1960. On a découvert, alors là, on voit la dernière, là, je vous ai montré, c'est la dernière page, il y a 4 pages, et donc il y a une description qui est vraiment très précise des 6 décors du festin de Pierre. Et là, vous voyez, à la fin de ce document, on voit la signature de J.B.P. Molière, Jean-Baptiste Poquelin Molière. Il y a Hubert, Latorillière, Simon, Prat, Lagrange, dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, ça, c'est un document qui est vraiment très, très important, qu'on trouve
Moi, je vous en parlerai tout à l'heure. Euh, Là, j'ai reconstitué sur la maquette que je vous avais montrée. Vous voyez comment étaient posés comment dire. Alors là, j'ai imaginé, hein, j'ai dessiné comme ça des statues en marbre, parce qu'il y a un moment, il y a Sganarelle qui, quand il rentre dans le décor du mausolée, dit ah les belles statues, les beaux marbres, etc. Bon, mais là, c'est pour montrer comment fonctionnait, comme tout à l'heure, les feuilles, les châssis de décor, comment ils étaient posés sur la scène. Et là, bon, c'est encore une reconstitution, puisque c'est un dessin que j'ai fait, hein, mais où on voit ces châssis, vous voyez, hein, les châssis qui étaient faits en perspective, donc de plus en plus petits, pour donner un effet de profondeur avec une toile de fond. Alors, il ne faut pas regarder comme ce que j'ai dessiné, s'il y avait des petits vitraux ou des statues comme ça, hein, ça c'est de l'imagination, c'est de la restitution, mais au niveau de l'implantation des décors, c'était comme ça. Et en fait, Don Juan, il a fait il y avait 6 décors pour 5 actes. Alors là, vous voyez les châssis, hein, comme je vous avais montré tout à l'heure, donc c'est vu du dessus. Là, j'ai redessiné à partir des plans, hein, j'ai redessiné la scène. Donc là, on est sur la scène. Là, vous vous souvenez de l'arrière-scène tout à l'heure, hein, il y avait un petit espace d'arrière-scène. Et là, on est sur la salle. Donc il y avait dans le premier acte, il avait utilisé tout l'espace possible et disponible de la scène. C'est-à-dire qu'à l'arrière-scène, il y avait des décors qui allaient jusqu'au début de l'arrière-scène, et l'arrière-scène, il y avait encore des décors, si bien qu'on voyait des perspectives. Le premier décor, c'était un décor de palais. Tout ça, c'était représentait un palais. Et l'arrière-scène s'ouvrait sur les jardins du palais en perspective loin. Donc, la scène était très grande. Donc, ça, quand le rideau s'est levé, les spectateurs étaient éblouis par toute cette immensité de décor. Le deuxième acte, un autre décor, donc entre chaque acte, là ils changeaient les décors, il n'y avait pas de changement à vue, ils avaient le temps de changer les décors. Encore un grand décor, mais qui représentait un hameau, hein, avec des petites maisons. Hein, vous savez, c'est la scène avec, je ne sais plus comment il s'appelle, Pierrot, Charlotte, avec les paysans, hein, où quand Don Juan fait la cour à la petite paysanne. Donc, il y a un hameau de village avec des arbres, etc. Et tout ça, c'est bien décrit dans les marchés de décors de peinture que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, il y a une sorte de rocher percé, hein, au fond de ce décor. Et à travers ce rocher percé était représentée la mer. Donc, vous voyez, ce hameau, un rocher qui est percé et à travers lequel on voit la mer. Donc, c'était quelque chose, encore un deuxième grand décor qui prenait toute la scène. Troisième, troisième acte, petit décor. Alors là, il réduit considérablement. Il n'a plus besoin d'un grand décor. Les spectateurs ont été éblouis par les décors des 2 premiers actes. Petit décor pour représenter une forêt. Pour représenter une forêt, on n'a pas besoin de faire un grand décor. C'est des arbres partout. C'est Don Juan qui discute avec Sganarelle et qui parle du commandeur. Et à un moment, il voit Sganarelle dire tiens, ah non, c'est Don Juan qui dit mais là, ce bâtiment qu'on voit derrière les arbres, c'est pas qu'est-ce que c'est que ce mausolée? Et Sganarelle lui dit ah, ben, c'est le mausolée du commandeur que vous tuâtes fort proprement. Je crois qu'il dit quelque chose comme ça. Donc, c'était le tombeau du commandeur que Don Juan avait tué. Hein. Et là, tout d'un coup, dans un changement de décor à vue, c'est-à-dire avec le système, c'est pour ça que je vous ai montré les machines avec la grande roue et les châssis qui bougent, dans un changement de décor à vue, les 2 personnages, puisque Don Juan dit à Sganarelle ah ben rentrons dans ce mausolée, allons voir. Sganarelle dit non, non, ça porte malheur. Et il rentre dans le mausolée et tout d'un coup, changement de décor à vue, rapide,
ils sont à l'intérieur du mausolée, ce que j'ai essayé de représenter tout à l'heure avec, vous voyez, hein, avec quand Sganarelle dit « Oh, les beaux marbres, les belles statues, etc. » Donc là, on voit, il n'y a pas d'ouverture derrière, mais il y a eu un changement à vue en plein milieu de l'acte. Donc il y avait deux décors pour l'acte. Au quatrième acte, pas besoin d'un grand décor, on retourne chez Don Juan, on change complètement de décor, mais c'est l'appartement de Don Juan, là où il reçoit Monsieur Dimanche, là où il reçoit son père, où il y a Elvire ou Elmire, je ne sais jamais comment il s'appelle, comment elle s'appelle, je crois que c'est dans Don Juan, c'est Elvire. Et donc, c'est un décor d'appartement. Vous voyez, un petit décor, ce n'est pas la peine d'avoir un grand décor. Mais au cinquième acte, de nouveau, un immense décor qui va jusqu'au bout de la scène. Et donc, c'est un décor de ville, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec des maisons. Mais là, il y a une porte de ville, hein, vous voyez, comme la porte Saint-Denis ou la porte Saint-Martin, une porte de ville, et à travers laquelle on voit les faubourgs de la ville. Donc, encore une grande perspective pour ce dernier décor. Donc, les spectateurs en pleine, de nouveau plein la vue pour la fin. Et en plus de ce changement de décor, il y a un spectre qui vole au ras de la scène. Donc le spectre, il vole, comme je vous ai montré tout à l'heure, par une machine qui monte, qui descend. Et puis, il y a aussi, à la toute fin de la scène, le sol du théâtre qui s'ouvre. Il y a le commandeur qui vient chercher Don Juan et il y a un feu d'artifice qui simule, et on sait qu'il y a un feu d'artifice parce que dans les marchés, il y avait de l'arc-en-son. Et l'arc-en-son, c'est ce qui servait à faire des feux d'artifice. Donc, il y avait un feu d'artifice au moment où Don Juan descend dans les dessous de scène qui figure l'enfer et quand le commandeur vient le chercher. Donc voilà, Don Juan, c'était une pièce à machine absolument fantastique et qui a fait un flop. D'ailleurs, ça n'a pas marché du tout. Mais comme quoi, à la cour, c'était ce style de décor qu'il y avait. Hein. Je ne vais pas parler des théâtres de cour, mais Psyché, qui s'est joué au Palais Royal, il y avait, non pas au Palais Royal, à la salle des machines. Si, ça a été repris après au Palais Royal, Psyché, mais à la salle des machines, dont je vous ai touché deux mots tout à l'heure, à la fin, au grand final de Psyché, il y avait 300 personnes dans les airs. C'est-à-dire qu'il y avait des machines qui montaient, qui descendaient. Il y avait 300 personnes enfin, je ne veux pas dire sur scène, mais dans les airs. Donc, c'était absolument incroyable. Bon, là, on a parlé de Don Juan. Le Malade imaginaire, donc ça, c'est joué, vous l'avez vu, 3 représentations au Palais Royal, donc dans le théâtre de Molière. Mais l'année suivante, ça a quand même été joué à la cour, devant cette grotte de Tétis qui n'existe plus, qui était un bâtiment très spécial avec des très jolies statues à l'intérieur, donc qui était sur le côté du château de Versailles. Là, sur tout le côté nord, il y a une aile il y a les 2 ailes qui ont été construites, et puis là, il y a la chapelle qui est à cet endroit-là, donc ils ont rasé la grotte de Tétis. Mais Vigarani, dont je vous ai parlé tout à l'heure, a dessiné le décor pour le Malade imaginaire pour venir devant la grotte de Tétis. Et en fait, ça a donné cette image de scène. Ça, c'était le Malade imaginaire qui a été représenté enfin à la cour, mais sans Molière, après Molière, mais avec, vous voyez, l'orchestre qui était devant, avec toute la cour qui était là, et devant la grotte de Tétis, vous voyez le bâtiment. Alors vous imaginez tout ce qui a été construit, c'était comme ça, tout ce qui a été construit devant le bâtiment de la grotte de Tétis, dont ils avaient ouvert les portes et à travers lesquels on voyait les bains d'Apollon. Alors, ces statues existent toujours, mais plus à cet endroit-là, évidemment. Mais il y avait des fontaines qui coulaient, il y avait des éclairages de plusieurs couleurs qui éclairaient le tout. C'était quelque chose d'absolument
magnifique. Voilà, je voulais quand même vous montrer ces deux, trois images-là. Comme ça, on a quand même dit deux mots sur le malade. Peut-être pour avoir une idée du budget d'une telle représentation. Tu dis, Ouais, alors le malade, je sais pas quand ça s'est donné devant la cour, mais je donnais des chiffres tout à l'heure. Psyché, dont j'ai parlé là deux, trois fois dans la salle des machines, il y a, il y a quand même un truc qui est vraiment important là, c'est ce livre-là qui s'appelle 100 ans de recherche sur Molière, qui est paru en 1960. Ça a été, c'est aux éditions, aux Archives nationales, et on le trouve en ligne sur le site des Archives nationales. Et c'est un bouquin où il y a tout, tout retranscrit. Ils ont fait la transcription de tout ce qui concerne Molière, tous les actes, alors pas que des décors évidemment, il n'y en a pas tant que ça, mais tous les actes qui tournent autour de Molière. Donc c'est un bouquin qui est très intéressant à parcourir, surtout que c'est en ligne et c'est gratuit. Donc, alors, dans ce bouquin-là, notamment sur Psyché, on a des relevés de compte sur ce qu'avait coûté toute la production de Psyché. Alors, pas uniquement les décors, hein, mais tout ce qui était de payer les musiciens, payer les danseurs, payer les costumes, payer les décors. Ils étaient arrivés, alors je ne sais plus exactement le chiffre, hein, mais c'était en livres, en livres tournois de l'époque, c'était 350 000 livres, quelque chose comme ça. Et pour vous donner une idée de comparaison avec, avec les frais qu'engageait Molière pour faire une autre, pour faire la reprise de Psyché, par exemple, justement, au Palais Royal. Ils avaient fait des travaux, ils avaient dû faire des travaux dans la salle du théâtre pour pouvoir installer des machines, etc. Mais les travaux, ça leur avait coûté 7000 livres. Vous voyez, et toute la production de Psyché pour la reprise de Psyché au Palais Royal, ça avait coûté à la troupe 7000 livres. Et tout à l'heure, je vous parlais de chiffre de 350 000 livres qui étaient donnés pour, voilà, au théâtre des machines. alors pour avoir une idée, bon, même si évidemment c'est très compliqué, mais on pourrait multiplier par 10 à peu près, hein, pour avoir une équivalence. C'est-à-dire que la production, Ouais, à peu près, enfin, c'est juste ouais, pour avoir une idée, ouais, bon, ça ferait 3 millions. 3 voilà, millions. C'est, ce genre de multiplication, c'est vrai, mais c'est très compliqué à faire parce que les choses ne valaient pas le même prix exactement, aujourd'hui, hein. Même exactement. si on Oui, compare le prix du pain à l'époque et le prix du pain aujourd'hui, la journée d'un ouvrier Cronier, alors Cronier qui était le décorateur attitré pour Molière, qui était un peu le factotum dans Jean Cronier, qui était le factotum du théâtre, qui s'occupait de toutes les petites tâches un peu matérielles, il touchait 6 livres par semaine. ouais. Alors si on multiplie par 6, ça fait pas beaucoup, hein. Ça ferait 60 euros. Si on multiplie 6 livres, 60 euros par semaine, ouais, c'est quand même pas énorme, hein. Ouais, ouais. Mais voilà, mais enfin, c'est une façon d'indiquer que 350 000 livres pour une représentation, c'était un budget absolument colossal, quoi. Ah, ouais, 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 Ce serait l'équivalent d'une énorme production aujourd'hui, quoi. Enfin, ouais, 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 ouais. Le misanthrope, j'ai pas grand-chose à dire parce que c'est un décor au niveau du décor, hein. C'est un décor unique. C'est donc un seul décor, hein. C'est un décor de salon. C'est-à-dire il y avait plusieurs types de décors, même si c'était des décors uniques, hein. Il y avait le décor du carrefour comique, comme pour l'école des femmes, hein, je vous ai parlé, le décor d'extérieur avec les quelques maisons qui étaient très bien décrites. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant. Il y a la version pratique pour fabriquer des scènes et machines par Nicolas Sabattini, hein, 2B, 2T. Et ça, c'est un instrument qui est en ligne. Alors, il est en édition originale, c'est-à-dire qu'il est en italien sur la BNF, mais il est en ligne sur Gallica, donc ça, vous pouvez l'avoir. Et
il y a plein de, vous voyez, il y a plein d'illustrations, il y a plein de comment faire des décors de théâtre, justement pour tout ce qui est carrefour d'extérieur, carrefour de rue, carrefour comique. Euh, pour le misanthrope, c'est bah, donc il y avait ce type de carrefour comique, ce que j'appelle moi les salles basses, c'est-à-dire les salles communes, hein, la salle où tout le monde se réunit. Alors ça c'est décor d'intérieur, décor bourgeois d'intérieur comme le Tartuffe, comme qu'est-ce qui se jouait comme ça, l'avare, hein, dans des maisons d'intérieur bourgeois. Donc là, c'était un décor d'intérieur, donc on représentait évidemment plus des maisons comme tout à l'heure, mais ça se faisait de la même façon, c'est-à-dire qu'il y avait des châssis, sauf qu'il n'y avait pas de balcon sur les fenêtres et qu'il n'y avait pas la rue qui était représentée, mais ça c'était les salles basses. Et il y avait les décors un peu de salon. Alors, le terme de salon, c'est un terme qui est postérieur au XVIIe siècle, mais le misanthrope, c'était dans ce type de décor de salon, comme la critique de l'école des femmes, par exemple. Si vous connaissez cette pièce, c'est une pièce qui se passe dans un salon. Hein. Vous savez, les salons que tenaient les dames, à des salons littéraires, hein, des salons culturels, hein, je sais pas, Madame de la Rochefoucauld, Madame de Lafayette. Donc, c'était représenté par Molière dans certaines de ses pièces. Et le misanthrope, voilà, ça se représentait dans ce type de scénographie. Alors après, je ne sais pas exactement à quoi ressemblait ce qu'il y avait sur les murs, sur les décors, parce qu'on n'a pas de documents de source primaire qui nous l'indiquent, mais il est assez facile d'imaginer qu'il y avait des fauteuils de salon. Les meubles tenaient une grande place dans cette configuration parce on amenait toujours un fauteuil, un petit X, des tabourets, enfin, donc un décor de salon avec beaucoup de mobilier. Et puis voilà. Donc ça, c'est à peu près tout ce que je peux dire sur le misanthrope, malheureusement, parce que le décor n'a pas une importance stratégique dans la pièce. Donc on imagine qu'il y avait une image, hein, mais il n'y avait pas une importance. En revanche, l'école des femmes, alors on mettra en ligne là, ce que j'avais écrit sur l'école des femmes. L'école des femmes, c'est plus intéressant parce que c'est un décor de rue et où il y a plusieurs sites, il y a plusieurs endroits. Bon, il y a la maison d'Arnolphe, enfin surtout la maison d'Agnès d'à côté, dont on sait qu'elle était rouge. Et ça, c'est curieux, mais dans le texte, justement, c'est pour ça qu'il faut lire les didascalies internes. C'est qu'à un moment, Horace, il dit à Arnolphe, il dit c'est Arnolphe dans l'école des femmes ou c'est non, oui, c'est Arnolphe. Il lui dit cette maison dont les murs sont rougis. Les murs sont rougis. Donc on sait qu'à la création, il n'allait pas dire que les murs étaient rouges devant un public si les murs étaient verts. Donc on sait que la maison d'Agnès, les murs étaient rouges. Et puis il y avait la maison d'Arnolphe. Il y avait forcément deux maisons, puisque le jeu de l'école des femmes, c'est la méprise d'Horace qui vient parler directement à Arnolphe pour lui dire que son amoureuse, elle habite ici, et puis c'est le quiproquo éternel du malentendu de la pièce, où il lui montre qu'en fait son amoureuse, c'est celle que Arnolphe il veut prendre pour femme. Hein. Donc c'est la méprise perpétuelle. Et tout se passe devant la maison d'Agnès et Arnolphe fait descendre Agnès un moment pour lui lire les maximes, les fameuses maximes du mariage, le discours complètement rétrograde. Et en fait, l'école des femmes, c'est vraiment une pièce avant-gardiste
pour comment dire, pour la liberté de la femme, parce qu'il montre un personnage qui est ridicule et rétrograde par rapport à ces idées de patriarcat et d'enfermement des femmes et de non-liberté des femmes. Donc, bon, ça, une petite parenthèse. Et sinon, il y a au dernier acte, Arnolphe qui se déguise pour pas qu'Agnès la reconnaisse, l'emmène dans sa maison à un moment où Horace, encore par étourderie, lui confie Agnès, parce que Agnès arrive à s'échapper, hein, comme vous le savez, avec l'aide d'Horace. Et puis Horace, lui, il confie Agnès à Arnolphe, qui est évidemment la mauvaise personne à qui lui confier. Et là, Arnolphe, il dit à un moment, mon allée est commode. Et c'est l'allée qui mène à sa maison. Et c'est un terrain neutre, puisque Agnès ne va pas reconnaître, va voir l'allée, mais ne va pas savoir qu'Arnolphe, qui est caché, qui est masqué, va l'emmener dans cet endroit du décor qui jusqu'ici n'a pas servi. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il il y a la nuit qui est tombée, donc c'est une scène de nuit. Et ça, les scènes de nuit, c'est aussi très important à regarder dans les pièces de Molière, parce que le décor ne ressemble évidemment pas, dans une scène de nuit, à un décor qui a lieu en plein jour. Même si les éclairages, ce n'est pas des éclairages d'aujourd'hui, mais il baissait un peu l'intensité en remontant les lustres, et puis il signalait que c'était une scène de nuit aussi en tenant des flambeaux. Alors quand tout le monde arrivait avec des flambeaux, le spectateur comprenait que c'était la nuit, et forcément ils éclairaient plus les visages que les décors. Donc là, la fin, l'école des femmes, c'est intéressant de lire vraiment le texte de façon transversale pour arriver à voir les emplacements où il se trouve.